Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. Vous publiez un livre étonnant qui s'appelle Sacré monstre aux éditions Plomb. Vous qui avez servi les présidents, que ce soit Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. Et là, aujourd'hui, vous voyez une classe politique déboussolée. François Bayrou, Premier ministre, on attend un gouvernement, mais on n'a jamais vu une situation pareille. Vous dites même dans ce bouquin, heureusement pour Emmanuel Macron qu'il ne peut pas se représenter dans 2 ans. Vous dites c'est une bénédiction pour lui. Alors, le paysage politique est en train effectivement de profondément se restructurer. L'erreur que font beaucoup de commentateurs, c'est de penser que c'est Emmanuel Macron qui est en quelque sorte l'organisateur du désordre. Dans ce livre, j'explique qu'il n'est que le résultat d'une restructuration en 3 blocs et qu'on ne sortira pas de cette affaire par des nominations ici, là ou ailleurs, de changer le Premier ministre ou d'autres ministres, mais par des réformes institutionnelles profondes. Oui. Moi, je pense que... On ne peut pas les faire, là, Roselyne Bachelot. Et oui, mais l'Assemblée ne les votera pas. Certainement, vous avez raison, c'est bien le problème, c'est que le moment n'arrive pas à être cette charnière qui permettrait non pas de passer à la 6e République, mais d'adapter la 5e République à cette nouvelle donne. Et je milite pour un certain nombre de choses, en particulier ce que j'appelle la motion de censure constructive. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie ? On peut déposer une motion de censure quand on est dans l'opposition, ou qu'on s'y rallie, à condition d'avoir une solution alternative, un Premier ministre, un gouvernement, un programme, et de poser la question de confiance qui vérifie qu'on a bien une majorité à l'Assemblée. Oui, mais là, par exemple, proposer de ne pas censurer a priori le gouvernement que va constituer François Bayrou, c'est possible, il peut y avoir une large alliance. Là, il a reçu ce matin Marine Le Pen et Jordan Bardella du Rassemblement national qui en sont sortis en disant on a le sentiment d'avoir été entendus. Il y a des formules à la Audiard qui disent concertation piège à con, mais je la ressortirais volontiers, excusez la trivialité du terme. Mais ce sont des accords à très court terme. Il suffit d'un coup de grisou, je sais pas, d'une évaluation différente des circonstances politiques pour qu'on lâche. Ces promesses ne concernent que les gens qui les reçoivent et pas les gens qui les donnent. De l'expression, on a un vieux briscard. François Bayrou, il n'est pas tombé de la dernière pluie au niveau politique. Oui, c'est vrai. Est-ce que l'expérience en ce domaine est une garantie de succès ? Moi, je veux bien, effectivement, je vais certainement pas, à mon âge, reprocher le sien à François Bayrou. Ce serait d'une très grande inélégance. Mais vous pouvez pas jouer au bridge quand vous jette les cartes du poker. Il a rien dans la main. Il a littéralement aucun atout dans la main. Mais il s'est imposé à Emmanuel Macron, dit-on, dans le bureau de l'Élysée. Il lui a dit c'est ça ou alors je vais demander ton départ. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois absolument pas à ce scénario. Je crois qu'il y a eu une manœuvre qui a été ourdie entre Emmanuel Macron et François Bayrou pour permettre à François Bayrou de passer pour, en quelque sorte, indépendant d'Emmanuel Macron, étant donné que la cote du président de la République est gravement endommagée. Il fallait qu'il ait un Premier ministre qui n'apparaisse pas comme un féodé à sa personne. Donc et je crois que la manœuvre est assez réussie. Moi, je pense que c'est une manœuvre. Oui, donc ça veut dire que c'est pas encore une vraie cohabitation, contrairement à ce qu'on dit. Là, on dit il y aurait une vraie cohabitation entre lui et le président. Je n'y crois pas. Oui. Je n'y crois pas, mais je suis une vieille renarde, féminisons les titres, une vieille renarde de la politique. C'est drôle, les coups fourrés, je les vois assez bien, là. Je le sens, le coup fourré. Oui, alors qu'est-ce qu'il peut faire, là, François Bayrou ? Il va nommer qui ? Il va reprendre des grands cadors du gouvernement Barnier ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est-à-dire qu'il est un peu piégé parce que les gens qui comptent dans l'orbite macronistes, paramacronistes sur le 2e cercle, ils sont au gouvernement, on les connaît. C'est Bruno Retailleau, c'est Didier Migaud, c'est Rachida Dati, bien sûr. C'est 4 ou 5 personnes qui sont identifiées par les Français. D'ailleurs, les autres ministres ne sont pas connus. Alors le risque, c'est effectivement, si on remet les mêmes, qui ont de la notoriété, qui ont de l'abattage, certains, c'est que ça apparaîtra comme
Oui. Business as usual, comme Mais là, donc on dit en Corrèze. ça veut dire que si on vous le propose, Roselyne Bachelot, Ah bah alors là, ce serait ministre, vraiment les chevaux de retour. Ah non, mais là, mais vraiment, pourquoi vous n'iriez pas? Là, il y a une Oui, situation c'est ça. tellement grave. Oui, vous m'avez dévolu le poste de premier violon dans l'orchestre du Titanic. Vous êtes plein de bienveillance. Vous pensez que c'est ça le gouvernement qui va arriver? C'est le Titanic? Bah, c'est-à-dire que le Titanic est un mot cruel, bien sûr, mais c'est l'impossibilité de faire quoi que ce soit, puisque là, ce qui est sur l'établi, c'est de réduire le déficit public. On va pas quand même Oui, se raconter on a vu des Moody's histoires. qui vient de dégrader la note de la France. Exactement, Voilà. la situation est dramatique, d'autant que le renversement de Barnier avec la motion de censure a creusé immédiatement le déficit de 16 milliards supplémentaires par rapport à ce qui avait été prévu, avec Donc on sera encore au-delà des 6%. l'augmentation Oui. des retraites, le fait qu'on n'a pas réglé le déficit de la caisse des fonctionnaires, la CNRACL, et qu'on est en train, j'espère que ça va pas se passer, d'enterrer la nécessaire réforme des retraites. Donc, laissez l'éléphant dans la pièce, la réforme des retraites. C'est ce qui conditionne tout, c'est ce qui conditionne les notes des agences, c'est ce qui conditionne le retour à l'équilibre des déficits publics. C'est terrible. Et tout le monde veut saccager cette réforme. Oui, donc c'est quoi? C'est l'erreur. Au départ, c'est Emmanuel Macron. C'est cette dissolution. Vous le dites. Vous dites. Alors, c'était... c'est une erreur tactique, mais je dirais que si on se dit tout ça, c'est de la faute d'Emmanuel Macron. Oui. C'est simple. C'est ce qu'on dit toujours. On Oui. se débarrasse d'Emmanuel Macron et, mon Dieu, tout redevient Il y en a comme... qui appellent à cette démission, comme Mélenchon. Voilà, tout Oui. redevient comme avant, embrassons-nous Folleville, tout va très bien. Mais la restructuration, je le répète, la restructuration en 3 blocs du paysage politique français, Macron n'en est pas l'acteur, la cause, il en est le résultat. C'est pour ça qu'un type totalement inconnu des Français, qui n'avait pas de parcours politique, a pu s'introduire lui-même, employer le Oui. terme par effraction. C'est très intéressant, a pu rentrer dans Mais d'ailleurs, ce casting oui, politique. vous, d'ailleurs, dans ce livre, vous avez un chapitre où vous dites comment cette détestation des médias, et vous dites contre Emmanuel Macron, de beaucoup de médias, et vous dites au fond, les Français ont beaucoup de mérite à résister à tout ça, parce qu'il est même plus populaire que François Hollande, à ce point. Il y a vraiment un Macron-bashing tout à fait extraordinaire, et c'est en ça que j'ai essayé d'expliquer dans le livre. Jusque-là, on avait des fauves, c'est-à-dire des fauves en politique. Les gens comprenaient à peu près comment ils fonctionnaient. Et puis, cette restructuration, cette dispersion du paysage politique en un bloc d'extrême droite, comme dans tous les pays européens d'ailleurs, un bloc d'extrême gauche parce qu'on est un pays révolutionnaire, et la fragmentation à cause des fautes majeures qui ont été commises par le Parti socialiste et par le parti néo-gaulliste, tout ça fait que cette chose est complètement détruite. Hein. Oui, donc ça veut dire qu'on ne pourra pas trouver de majorité. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est-à-dire, au fond, on a accusé Barnier d'être l'otage de l'extrême droite. Et aujourd'hui, est-ce que les socialistes qui quittent le nouveau Front populaire peuvent finalement constituer cet appoint d'une force centrale? Non, on peut pas. Il faut passer à un pacte majoritaire. En bonne et due forme. Les Allemands, les Espagnols font ça. C'est-à-dire qu'il y a les résultats des élections, on n'est pas chez le président de la République. Hein. On est à l'Assemblée nationale ou dans un bureau indépendant, on se rencontre entre forces politiques et il faut, comme au conclave, que la fumée blanche sorte autour d'un programme de gouvernement. Il faut voir le programme de gouvernement d'une alliance SPD-CDU-CSU en Allemagne. Ça fait 60 ou 70 pages. Mais il y a en pas disant de on compromis fait en ça France, pas à de tel culture du moment, ça compromis. coûtera tant. Oui, mais il n'y a pas cette culture du compromis en France. Il faudra bien qu'on l'ait. On ne pourra pas s'en sortir si on n'a pas une culture de compromis autour de dossiers parfaitement listés et parfaitement chiffrés. Vous avez cette phrase dans ce livre, vous dites « De Gaulle, réveille-toi, ils sont devenus fous ». Vous, la gaulliste. Ah mais c'est pour moi un chagrin extraordinaire. C'est un chagrin de constater que cette constitution qu'a voulu le général de Gaulle ne correspond plus à la demande politique, même si, et c'est très intéressant, de constater que le général de Gaulle, en 1958, n'avait pas prévu l'élection du président de la République au suffrage universel.
Il voyait tout à fait ce que la présidentialisation du régime allait justement empêcher, cette culture du compromis, des forces politiques qui se réunissent autour d'un programme. Et il n'y a été amené que pour des raisons contingentes. Hein. Oui, alors vous avez des expressions dans ce livre, parce qu'on vous reconnaît aussi pour ça, Roselyne Bachelot. Vous dites, devant un pareil marasme, et là vous parlez de la vie politique aujourd'hui, vous dites, je n'ai que deux solutions, soit me servir un gin tonic, soit entrer au Carmel. Et vous dites, je choisis la première solution. Le Oui. gin tonic. Alors, l'abus d'alcool Oui. est dangereux pour la santé, je le répète, mais c'est tellement de soirées dans le bureau de Jacques Chirac à regarder des cassettes de sumo et à boire des gin tonic parce que, contrairement à une légende, il ne buvait pas que de la Corona. Ah oui. C'était aussi un fan du gin tonic. Oui, oui. Et on a passé des soirées formidables à refaire le monde et hélas, à regarder des cassettes de sumo. Oui, alors vous parlez de Jacques Chirac, parce que c'est vrai qu'il y a des portraits dans ce livre qui sont absolument étonnants. Alors vous dites, Jacques Chirac, c'est drôle, mais c'est vrai qu'il a des... Parfois, voilà, il a une... Alors, sur le plan, par exemple, de sa vie sentimentale, c'est pas simple, hein, on va dire. Non, Hein. non. Comme disait son épouse, autour de lui, les femmes, ça cavalait, vous voyez. Oui, oui. Donc, vous racontez une anecdote à la grande mode. Vous dites, bon, c'est cela dit, vous dites, il n'était pas la main aux fesses, hein. Ah C'était non, quelqu'un non, de... il était très précautionneux, Jacques Chirac, c'est-à-dire qu'il ne faisait jamais d'avance à une femme. Il envoyait un émissaire, Oui. s'assurer que... C'était parfois, vous dites, Bernard Ponce. Oui, Oui. c'était souvent Bernard Ponce, enfin c'est lui que j'ai détecté, il y en avait peut-être d'autres, qui s'enquérait auprès de la supposée conquête, de la conquête putative, de son acceptation. Donc il était très prudent. Finalement, au moment où on parle dans ces histoires de viol, de consentement et de recueil du consentement, Jacques Chirac était d'une Oui. modernité tout à Ah bah, fait un seul remarquable. par contre, vous dites une seule fois, c'est à la grande motte. Il y a eu un impair, c'est quelque chose de Non, pas... c'est-à-dire qu'il y avait une femme un peu bruyante dans cette conquête que je ne citerai pas parce Oui. qu'elle n'est pas morte encore, C'est-à-dire un peu bruyante. dans ses ébats. Ah, c'est d'accord. tout. Mais Et donc, ça veut dire que tout le monde, parce que là, vous étiez réunis en conclave politique, C'est j'imagine. ça, c'était des journées Oui. parlementaires à la grande motte. Alors mon livre est émaillé d'anecdotes parce Oui. que je pense qu'il faut donner de la chair au récit. Si vous faites un livre de technique politique, je peux faire, c'est horriblement emmerdant, il faut quand même le reconnaître. Donc toutes ces anecdotes sont vraies. Évidemment, certaines, j'en cite des protagonistes, d'autres, évidemment, je préserve l'intimité, mais tout est vrai. Oui, mais vous dites, par exemple, de Jacques Chirac, ils avaient des expressions. C'est-à-dire qu'il disait, un chien ne pisse jamais dans sa niche. Ah, c'est-à-dire, Ah. oui, il demandait aux députés de se méfier des conquêtes qu'on fait dans sa propre circonscription. Il était aussi pas le prototype d'un homme déconstruit, puisqu'il terminait tous ses banquets par cette phrase fameuse héritée de son passage à Saumur dans la cavalerie, à nos femmes, à nos chevaux et à ceux qui les montent. Il est tout à fait évident que je ne sais pas ce que penserait Sandrine Rousseau de ce toast. Oui, oui, oui. Alors, ça a été dit avec beaucoup d'humour. Ah, beaucoup Une d'humour, autre elle était expression, formidable. je ne sais plus comment il disait, il faut toujours pisser. Alors oui, oui. donc un bon chien ne pisse jamais dans sa niche, c'est toujours ça. Et puis alors il employait une autre expression, il disait ma cocotte quand on est en déplacement, ma poulette en général, c'est comme ça qu'il m'appelait, il ne faut jamais perdre une occasion de bouffer, de pisser, de baiser. Et il allait aux toilettes et il me disait tu vois, il y en a déjà une de faite. C'était drôle. Vous Ah, il étiez était quand très même, drôle, c'était une autre façon de faire de la politique, moins contrainte. Vous faites ce genre de réflexion, vous avez tout de suite les ligues de morale qui viennent vous accuser de tous les péchés de la terre. Alors, ceci étant, je ne défends pas, on a progressé, il y a des choses qui ne se font plus, et c'est tout à fait heureux, mais la politique en a peut-être Oui. perdu un peu de saveur. Alors, voilà, vous classez. Alors évidemment, il y a les coureurs, on va dire. Hein, ça avait Chirac, il y avait Giscard. Oui, Vous voilà. racontez la fameuse histoire du laitier, Oui. hein, au petit matin. Vous dites, Outseux. c'était pas Marlène Jobert. Oui, Vous oui, démentez oui. cette légende. Voilà, où ce dîner, pas si lointain, peu de temps avant sa mort, où assis entre deux ambassadrices, il a posé sa main sur la cuisse de chacune d'entre elles. Ces dames étaient quand même, comment dirais-je, un peu estomaquées. Oui. Alors, et par contre, fidèle Emmanuel Macron. Mais un mot sur Brigitte Macron. Vous en parlez dans ce livre. Les accusations terribles Ah non, qu'elle mais doit je faire suis- face. je suis Vous révolté. avez un chapitre qui s'intitule « Sa femme est un travelot ».
Mais c'est absolument horrible, les accusations sur les réseaux sociaux, et moi je suis évidemment cette accusation ridicule, ce complot contre Brigitte Macron, qui est une femme formidable, et qu'elle n'ait été défendue par aucune de ces associations féministes qui se rebellent contre tout le moindre écart, le moindre mot de travers, et on laisse accuser cette femme qui est absolument remarquable et qui est l'objet d'attaques, mais dégoûtante, dégoûtante. Ah, moi, je suis révoltée par cela. Oui, ça va loin. Vous dites, au fond, il y en a qui peuvent écrire sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que lui est un PD, sa femme est un travelot. Je cite la phrase que vous employez. Qu'on reprend sur les réseaux sociaux. Et puis, les attaques, je dirais, qui menacent son intégrité physique. C'est absolument ignoble. Oui. Alors, il y a dans ce livre aussi la pratique politique. Vous parlez de votre père à un moment donné, qui à un moment donné se lance dans une circonscription parce que voilà, le général de Gaulle le lui demande. Et on dit, il faut absolument, mon cher, que vous y arriviez, et pour ça, on va vous donner tous les moyens. Et vous voyez arriver une valise à la maison. Ah, mais c'était l'époque où, maintenant, il faut le saluer aussi, on a mis toutes sortes de règles qui réglementent ces transports d'argent, mais il faut voir les débuts de la Ve République, les valises d'argent, les valises de billets, on les voyait arriver à la maison. Effectivement, cette première élection partielle, le général de Gaulle avait dit à mon père, vous aurez le nécessaire. Oui. Le nécessaire, c'était quoi, des fonds spéciaux, comme on dit? Oui, c'est ça, c'était des fonds spéciaux. L'argent liquide? C'était absolument de l'argent liquide. Et je me souviens, l'émissaire qui avait apporté l'argent à mon père, je revois mon père compter les billets sur la table, il en manquait par rapport à la somme annoncée. Il lève un sourcil interrogateur vers l'émissaire qui avait apporté les billets, qui était en train de siroter un vieil Armagnac dans le canapé, et l'émissaire en question lui a dit: pour mes faux frais. Ah oui. Et là, j'ai réalisé que les frais étaient vraiment faux. Oui, c'est incroyable. Hein. Alors, vous dites, vous avez connaissance d'un ministre qui avait été Premier ministre, qui aurait, pour acheter un allié politique, lui avait offert une voiture. Oui, il lui avait donné l'argent pour acheter une voiture. Ah, de l'argent avec ces fameuses valises. Oui, il y avait des fonds spéciaux. Il y avait de l'argent liquide qui circulait, mais qui circulait partout. Il y a même des choses qui se passaient et qui étaient acceptées. Quand la gauche est arrivée au pouvoir en 81, ils ont demandé, à juste titre, qu'une partie des primes des agents de l'Assemblée nationale ne soit plus payée en liquide. Les primes étaient payées en liquide à l'Assemblée nationale. Oui, oui. Ça amène à dire un mot, par exemple, l'affaire Boulin. C'est ce ministre de Giscard, qui aurait pu être Premier ministre à un moment donné, qu'on a retrouvé noyé dans une flaque d'eau. Alors, oui. Effectivement, j'ai été, non pas au cœur de cette affaire, pas du tout, mais j'avais un collègue dans un groupe qui s'occupait de trouver des fonds pour les amputés d'Afghanistan, les gens qui sautaient sur une mine. Nous avions des fonds à envoyer et en fait, nos correspondants qui s'occupaient de cela n'avaient jamais reçu les fonds pour payer les fauteuils roulants et les prothèses. Et je me disais, je me sentais très ennuyé pour demander à mon président, enfin à l'homme qui s'occupait de cela, où était l'argent qui était promis. Et je me suis dit, je vais demander à Philippe Mestre, qui était le ministre des anciens combattants d'Édouard Balladur, d'être mon entremetteur pour récupérer ces fonds. Et quand je vais demander service à Philippe Mestre, il m'avait dit, écoutez Roselyne, c'est pas possible. C'est pas possible parce que Raymond Barre m'avait demandé de demander à M. Boulin sa démission. Je l'ai fait. Et dans l'après-midi, dans la soirée qui a suivi, on a enregistré sa mort. Et j'ai toujours pensé que j'étais à l'origine de cette mort. Et je ne veux pas refaire cela. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'affaire Boulin, mais j'apporte ce témoignage qui... Mais il ne vous parle pas de suicide, il vous dit sa mort. Oui, pour lui... Mais pour lui, je pense, pour Philippe Mestre, Robert Boulin s'était suicidé. Oui, on ne devrait pas la vérité à sa famille, hein, à un moment donné, lever le secret sur ces dossiers-là. Bien sûr, si tant est que la vérité puisse se révéler, mais les témoignages qui suivent, qui ont suivi, semblent quand même démontrer que ce n'est pas un suicide, mais bien un assassinat. Voilà. Oui. Un jour, un homme se présente à vous en disant « Je suis envoyé du président Saddam Hussein. Nous souhaitons la réélection de M. Jacques Chirac. Et d'ailleurs, je vais vous donner 40 millions d'euros pour ça. » Non, mais c'est dingue. Ça paraît dingue, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est tellement fou
que j'ai même pas fait une note d'entretien. J'étais la porte-parole de Jacques Chirac dans cette campagne de 2002. Je pense que le type était... Est-ce qu'il était véritablement envoyé? Mais quand on est envoyé pour donner de l'argent, on ne se présente pas dans la permanence, ne se présente pas dans la permanence du candidat en disant à la première personne qu'on rencontre, tiens, je vais vous donner 40 plaques. Je pense que bon, en tout cas, on a retrouvé la note. Moi, j'avais pas fait de note d'entretien, mais lui en avait fait une qu'on a retrouvée dans une des cages de Saddam Hussein. Et j'ai été sommé par le Sénat américain de venir témoigner devant le Sénat américain. Évidemment, convocation à laquelle je ne me suis jamais rendu. Oui, oui. Ce qui est fou, la vie politique que vous racontez, Roselyne Bachelot. Vous dites, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, que la première fois où vous débattez avec lui à la télévision, on vous dit, bon, c'est un sous-fifre. C'est ça l'expression. Vous dites c'est un sous-fifre. Ce type il m'avait pas fait grosse impression. Mais c'est ce que vous pensez d'ailleurs. J'ai eu la même impression avec Marine Le Pen. Oui. Et d'ailleurs, les types qui m'avaient envoyé, le service communication du RPR, qui m'avaient envoyé débattre avec cette toute jeune femme dont on commençait à parler, il m'avait dit, tu sais, c'est la fille de son père. C'est pas une pointure, on vous dit. C'est pas une pointure, elle vaut pas un cachou, tu vas en faire qu'une bouchée. Quand je suis arrivé devant Marine Le Pen, avec ses défauts, ses qualités, mais c'est une personne qui a un charisme, elle passe pas inaperçue. Je me suis dit, ces types n'ont rien vu de ce qui va leur arriver en pleine figure. Oui. Et Mélenchon sous-fifre. Et au fond, vous dites, quelque part, il y a aussi, à travers aussi ces portraits, vous dénoncez la violence en politique. Vous parlez de la violence aujourd'hui. C'est quelque chose de très violent. Mais tous les lieux de pouvoir sont très violents. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans les entreprises, dans les médias, dans l'Église et dans les religions. C'est d'une violence inouïe. Je pense quand même, voyez-vous, après 40 ans de vie politique, un peu plus, puisque ma première élection remonte à 1982, que j'y ai trouvé aussi de vraies amitiés. Oui. De vraie solidarité. Il y a des gens qui m'ont toujours protégé. Vous êtes resté fidèle à François Fillon, par exemple. Vous en parlez dans ce livre. Oui, il y a des gens malgré toutes les affaires. Oui, des gens qui m'ont toujours aidé, qui m'ont toujours protégé. Les vieux compagnons de résistance de mon père. Ils savaient que j'étais la fille d'un résistant, un garçon comme Jacques Chaban-Delmas, Olivier Guichard. Ce sont des gens qui savaient qui j'étais. J'ai été très, très protégé par les vieux compagnons du gaullisme. Parce qu'il y avait dans le gaullisme, et c'est ça que je retrouve pas en politique, ce compagnonnage, ce côté chevalier de la table ronde, porté par un amour infini de la patrie, des idéaux considérables et magnifiques. Et sans doute, y a-t-il une conception beaucoup plus utilitariste de la politique qui me chagrine profondément? Oui. Oui, mais dont vous avez parfois été la victime aussi, vous le dites, d'attaques contre vous, contre votre personne, de ragots, de saletés racontées sur vous. Oh, c'est épouvantable. C'est-à-dire la meilleure façon d'atteindre une femme, c'est d'inventer des fariboles sur sa vie privée. Si un homme est accusé de collectionner les conquêtes, on voit ça comme un signe de virilité et de séduction. Si une femme se livre à cela, c'est terrible, c'est dévalorisant. Et bien sûr, on montre toutes sortes de choses. On a même été j'hésite à en parler parce que ça pourrait susciter quelques gloussements d'incrédulité. On m'a même accusé d'avoir tourné dans des films pornographiques, ce qu'à Dieu ne plaise. Alors, j'étais partagée parce que... quand vous dites dans ce livre d'ailleurs, c'est me faire beaucoup de... Les copains qui rigolaient de cette affaire, je leur disais, écoutez, vous pourriez trouver ça crédible. Ce serait quand même sympathique. Ils me disaient, non, c'est pas crédible. Oui, non, mais ça va très très loin, Roselyne Bachelot, quand même. Ça va très loin. Derrière ça, il y a une défiance de la politique. Derrière ça, ça dit quelque chose aussi de la société. Je me suis posé la question, avec tout ce que j'ai vécu, ce que je sais, est-ce que je recommencerais une carrière politique aujourd'hui si j'avais 45 ans de moins? Je crois que j'hésiterais. Je suis pas sûr que je repartirais. C'est trop difficile, c'est trop dur. Ça engage trop vous-même, ça vous abîme, ça fait souffrir votre famille. Quand mon fils Pierre a 11 ans,
Il a 11 ans et il m'écrit, je trouve un petit mot sur ma tête d'oreiller sur lequel il est écrit « Maman, c'est dur d'être ton fils ». Ouais. Et ce petit mot, je me suis jamais pardonné. Il faut le surmonter. Et je crois que tous les hommes et les femmes politiques racontent des choses comme cela. Oui. Mais alors, ce regard impertinent aussi qui est le vôtre, qui fait que vous n'êtes pas non plus, vous ne ressemblez à personne. Je suis pas une victime, hein, Voilà. c'est ça que Mais vous vous voulez ressemblez dire. à Roselyne Bachelot aussi. C'est vrai, quand vous dites à un moment, quand vous apprenez la mort de Jacques Chirac, vous êtes en train d'enregistrer les grosses têtes. Voilà, c'est ça. Voilà, C'est vous, toujours et- ça, ce Et tamponnage. Ruquier vous dit, Oui. sors parce que tu es trop ému, tu ne Oui, pourras pas c'est faire ça, l'émission. tu as besoin de partir. Oui, Laurent est un type formidable, tellement tendre et tellement subtil. Il a tout de suite compris que c'est pas quelque chose que je pouvais vivre impunément. Finalement, je suis une grande sentimentale aussi. Dans ce livre, j'ai essayé de dire que malgré toutes ces vicissitudes, ces péripéties, ces vilainies, ça valait peut-être quand même le coup de se battre pour la France et pour ses idées. Oui, non, mais quand même, vous dites, quand Macron, vous le rencontrez la première fois que vous êtes nommé, vous vous dites, je me rencontre, je me dis, putain, le code a changé. Au moment où il vous dit, voilà ce qui va se passer, C'est vous ça. vous dites ça. Vous dites, mais qu'est-ce que je suis venu faire là-dedans? C'est pas qu'est-ce que je suis venu faire là-dedans. C'est-à-dire ma dernière visite à l'Élysée, ça avait été quand François Hollande m'avait demandé de travailler avec Lionel Jospin à un rapport sur la rénovation de la vie politique. Je pense que la couche de poussière qui doit être sur le rapport est encore beaucoup plus haute que le rapport lui-même. On était encore dans les meubles Louis XV, les tapisseries de la Savonnerie, et j'arrive 10 ans après, avec le bureau d'Emmanuel Macron moderne, les tableaux de soulage, les tapis abstraits, et je vois ce président avec la chemise sans col largement ouverte, et c'est là que je me dis, putain, le code a changé. Et alors, quand vous avez vu François Hollande, président de la République, là, vous vous êtes dit autre chose, parce que c'est vrai qu'après l'affaire DSK, hein, vous avez alors, je vais le dire, parce que vous n'allez pas le répéter, vous avez cette expression dans le bouquin, parmi d'autres, vous dites François Hollande était autant fait pour être président de la République qu'être danseur étoile à l'Opéra de Paris. Alors, on imagine bien François Hollande, danseur étoile à l'Opéra de Paris, mais c'est un peu, vous dites, non, mais Rosie, là, vous avez la dent dure. Non, j'ai pas la dent dure. C'est-à-dire, je dis exactement la façon dont les Français l'ont ressenti. Et c'est pas. Je raconte cette anecdote qui m'a été racontée par un vieux préfet qui évidemment avait reçu dans sa préfecture, dans ses préfectures, les présidents, les premiers ministres, les ministres, et il me disait, il y a des gens qui, quand ils rentrent dans la salle des fêtes où sont réunis les élus, les associations, les personnalités qualifiées, il y a des gens qui littéralement allument la lumière. Oui. La conversation s'arrête, Tout les applaudissements d'un coup, là, crépitent. Oui. C'est comme ce qu'on appelle la poursuite dans une scène de théâtre, la lumière qui suit la personnalité. Et à la fin, ils éteignent la lumière. Il y a des gens qui éteignent la lumière, et ce préfet m'a dit, dans les gens qui éteignent la lumière, le seul président de la République qui l'éteignait, c'était François Hollande. Les gens continuaient à bouffer des petits fours et à siroter le champagne. C'est-à-dire, ils rentrent, mais rien ne se passe. Oui. C'est très caractéristique. Alors pour vous, la politique, c'est quand même voilà, on a ces portraits, vous appelez ça des monstres. Oui. Hein, sacrés monstres dans ce livre, Roselyne Bachelot. Un monstre, c'est quoi? C'est pas ordinaire quand même. C'est pas quelque chose d'horrifiant. Il faudrait pas que ce titre soit compris comme quelque chose de repoussant. Les monstres, ça, c'est quelque chose quand même d'attirant parce que c'est quelque chose d'étrange, c'est quelque chose qui n'est pas fait comme les autres politiques. Et j'ai cité la phrase de Gramsci en exergue du livre, « L'ancien monde est mort, le nouveau tarde à apparaître ». Et là apparaissent les monstres, dans ce clair-obscur. Là, ce sont des vrais monstres. Là, c'est les monstres terrifiants là dont parle Gramsci. Oui, justement, c'est-à-dire qu'il veut dire, Gramsci, ça veut dire des gens qui n'obéissent pas aux règles habituelles. Et finalement, la caractéristique commune, parce qu'ils ne se ressemblent évidemment pas du tout, de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, c'est que finalement, ils ont dynamité la vie politique habituelle. Et c'est sans doute ça aussi la rupture des Français avec la politique, c'est qu'ils ne se reconnaissent plus.
dans finalement cette trilogie qui leur est offerte. Oui, et donc vous dites là, vous parlez d'Annus Horribilis, cette année-là qui s'achève. Mais vous, la gaulliste, qui avait la France dans ses veines, au fond, vous pensez que la France peut se relever, là, on peut s'en sortir, ou vous vous dites là, c'est vraiment grave? On a des atouts considérables. Je repense à la phrase du général de Gaulle, « Mère, nous voilà tels que nous sommes pour te servir ». Maintenant, je ne fais plus de politique en tant que membre d'un parti, qu'élu ou comme ministre, mais je la sers aussi en étant à la tête de 14 associations humanitaires, en faisant de l'analyse politique à travers un livre comme Sacré Monstre ou dans des éditoriaux que j'écris. Il y a 1000 façons de servir son pays. Et je crois qu'il y a des forces en France tout à fait considérables. C'est l'appel du 18 juin, des forces considérables n'ont pas encore donné. Elles vont donner. Il y a des gens qui vont se dire ça vaut le coup de servir un pays absolument comme le nôtre. Enfin, on vient de vivre aussi une séquence avec les Jeux Olympiques, la reconstruction de Notre-Dame. Quand je suis rentrée dans Notre-Dame le matin, j'étais seule. J'avais fait une émission de télévision, j'avais fait les 4 vérités, et la cathédrale était ouverte, il était 7 heures du matin. Et plutôt que d'être dans la foule que j'ai rejointe l'après-midi pour la cérémonie officielle, je rentre dans la cathédrale. Et j'ai fait un petit post sur mon compte Insta. 650 000 personnes l'ont regardé. Et j'ai reçu des témoignages d'émotions tout à fait considérables. Je me suis dit, quand même, il se passe quelque chose. Ouais. Oh oui, la France va s'en sortir. Merci. Roselyne Bachelot était notre invitée. Sacré monstre, Macron, Le Pen, Mélenchon, Chirac, Sarkozy et bien d'autres aux éditions Plomb. Merci Roselyne Bachelot d'avoir été avec nous. Merci.